Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours E4 qui traite de la classification des êtres vivants. Notre objectif ici est de savoir comment on fait pour classer les différentes espèces entre elles. Autrement dit, on va faire de la systématique, qui est la science des classifications en biologie. Alors pour cela, dans une première partie, on va présenter les différentes façons que l'on a pour classer les êtres vivants entre eux, toutes ces classifications reposant sur la notion de ressemblance. Et ensuite, nous allons nous intéresser à une classification particulière, qui est la classification phylogénétique, qui est la seule intéressante pour nous quand on veut faire de l'évolution. Et on va distinguer en fait deux parties, soit la classification phylogénétique qui se base sur des critères non moléculaires, qui ne sont pas des séquences d'ADN ou d'ARN ou de protéines, et ensuite la phylogénie moléculaire, qui est celle qui est en cours actuellement, qui utilise donc les comparaisons de séquences, que ce soit sur les acides nucléiques ou sur les protéines. Alors commençons par la première partie. Il existe différentes modalités pour classer les êtres vivants, chacune reposant sur la notion de ressemblance. Pour commencer, la première chose à dire est qu'en biologie, quand on veut organiser les êtres vivants, quand on cherche à faire des groupes, on peut les classer de différentes façons selon l'objectif recherché. Alors une première possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une clé de détermination. Alors elle va chercher à trier les organismes entre eux et a pour objectif d'être pratique et efficace. Une clé de détermination, c'est une sorte de jeu de pistes où on fait des tris successifs pour aboutir rapidement au nom d'une espèce ou d'un groupe. Par exemple, dans cette clé de détermination des végétaux d'une forêt, en regardant les feuilles, en faisant des tris, par exemple, est-ce que la feuille est simple, est-ce que la feuille est composée? C'est les simples, est-ce qu'elles sont opposées, est-ce qu'elles sont alternes? Ensuite, le limbe est-il denté, lobé, etc. On arrive à aboutir à une espèce particulière. La clé de détermination, elle a comme vocation d'être pratique, mais c'est tout. Elle ne dit rien sur le monde. On ne parle pas de classification, on parle de tri dans cet exemple. D'ailleurs, on peut le voir ici, c'est une clé de détermination des animaux du sol. Pareil, hein, donc on trie, et puis on aboutit à la fin au nom. Donc ça, c'est intéressant quand on veut identifier les animaux. Par contre, quand je compare avec la classification donnée en début d'année, je me rends compte que ça ne correspond pas du tout. C'est normal, la classification donnée en début d'année, c'est une classification phylogénétique, qui est l'objet essentiel de ce cours E4. Là, c'est une clé de détermination. On voit par exemple qu'avec cette clé, les mollusques et les nématodes sont mis ensemble, ce qui n'est pas du tout le cas dans ma classification phylogénétique. Je vois que le lombric et les larves d'insectes sont mis ensemble, alors que ce n'est pas du tout le cas dans ma classification phylogénétique. Finalement, les clés de détermination, on va les laisser de côté parce qu'elles ne vont pas trop nous intéresser, n'ayant pas de sens. Et on va plutôt s'intéresser, nous, à ce qu'on appelle des classifications, qui visent au contraire à regrouper les organismes en ensembles argumentés et qui ont du sens. C'est la différence entre classer et trier. Alors, c'est quoi le sens en question? Ça va dépendre des classifications. On peut faire des classifications qu'on appelle utilitaires, où on va regrouper ensemble des espèces qui partagent des propriétés. Par exemple, on va regrouper ensemble tout ce qui est les fruits de mer quand on parle à des cuisiniers. Quand on est chez le poissonnier, on va regrouper ensemble tous les animaux qui ont des écailles dermiques, qu'on appellera les poissons, hein. Et puis à Maxiso, on va regrouper ensemble tout ce qu'on appelle les reptiles, qui ont des écailles épidermiques. Ou bien quand on est au microscope, en biologie cellulaire, on peut regrouper ensemble ce qu'on appelle les unicellulaires. Ça, c'est plein de groupes qui sont très utiles, hein. Par contre, il n'y en a aucun des groupes que j'ai cités ici qui n'est monophylétique. On peut aussi faire des classifications fonctionnelles. Alors par exemple, on peut faire des classifications fonctionnelles en écologie. C'est ce qu'on avait fait nous dans le cours 2. On avait regroupé par exemple le grand groupe des autotrophes ou le grand groupe des décomposeurs, hein, selon quel était leur impact dans l'écosystème, leur impact écologique. En physiologie, on peut regrouper ensemble par exemple les homéothermes, les oiseaux et les mammifères, on les met ensemble. On peut regrouper ensemble tous les eucaryotes pluricellulaires qui font la photosynthèse et les appeler les végétaux. Là, les groupes dont je parle, pareil, ne sont pas monophylétiques. Et on peut enfin faire ce qu'on appelle une classification phylogénétique, qu'on appelle aussi cladistique. Elle, son objectif, c'est pas d'être utilitaire ou fonctionnel, elle, c'est de regrouper ensemble les espèces qui dérivent d'un même ancêtre commun. Là, on va rechercher des parentés évolutives. Elle est très intéressante parce qu'elle permet de, en fait, quand on l'a fait, de remonter à l'histoire de l'évolution. C'est elle qui nous intéresse dans ce cours E4. Alors justement, parlons uniquement de cette classification phylogénétique. Alors la classification phylogénétique, comme on va voir au lycée, elle se présente sous forme de diagrammes arborescents qu'on appelle les arbres phylogénétiques. Un arbre, il représente graphiquement les liens évolutifs entre les organismes. Dans un arbre, il y a ce qu'on appelle des nœuds. Alors, il y a les nœuds qui sont ici. La racine de l'arbre, c'est l'origine, hein, figurant donc l'origine évolutive de l'ensemble des animaux dans cet exemple qui sont représentés. Les nœuds, c'est les points de bifurcation, hein, où là, il y a une divergence entre le groupe qui va ici et le groupe qui va ici. Il y a donc ce qu'on appelle une lignée évolutive. Par exemple, ça, c'est la lignée évolutive qui amène au groupe des poissons.
Et il y a aussi, quand un nœud part deux groupes, ces groupes, on les appelle des groupes frères. Les groupes frères, ils regroupent les deux taxons, que je vais bientôt définir, qui sont issus du même ancêtre commun, qui est situé ici au niveau du nœud. Alors quand on a ces arbres, il faut faire attention à ce qu'on appelle les effets d'optique, parce que l'ordre des taxons ne représente pas du tout une séquence évolutive. Là, c'est ce que j'ai représenté tout à l'heure, et si je m'amuse à tourner par la pensée les différents groupes frères, je peux retrouver l'humain de chimpanzé à cet endroit-là. Il ne faut surtout pas penser qu'il est proche de la grenouille et que là, il est loin de la grenouille. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet d'optique. Et le nombre de bifurcations, il n'est pas du tout corrélé à l'évolution des taxons. Là, on pourrait penser que, oulala, il se passe plein de choses, on atteint l'homme le plus intelligent de tous ces animaux par rapport aux poissons où il n'y a rien. Non, non, ça c'est un effet d'optique aussi. Parce que ici, c'est juste que c'est pas détaillé. Là aussi, c'est pas détaillé. Là, on peut faire des détails, on peut faire des groupes frères, des groupes frères, des groupes frères, etc. quand je veux détailler dans ce groupe-là. Là, j'ai détaillé dans le groupe des mammifères, les chimpanzés et les humains. Donc ça, il faut faire attention, visuellement parlant. Les arbres, on peut les représenter comme ça. On peut aussi les représenter donc, selon le Y. Et on peut aussi les représenter plutôt avec des lignes qui sont obliques comme ceci. Quand j'observe un arbre phylogénétique, je peux voir qu'il y a plusieurs groupes et que je peux faire des groupes emboîtés. Par exemple, si je prends les chimpanzés, les humains et l'ancêtre commun qui en dérive, je peux faire un groupe que je vais par exemple ici appeler le groupe des primates. Et quand je prends le groupe des primates plus les lézards et l'ancêtre commun, je peux faire un nouveau groupe que je vais ici appeler les amniotes. Quand je prends l'ancêtre commun et la grenouille et tous les amniotes, je peux faire un autre groupe que j'appelle les tétrapodes, etc. Et là, si je prends lui et les poissons, je peux faire le grand groupe des vertébrés. Ça signifie que donc j'ai des groupes emboîtés, et ces groupes, ça correspond à ce qu'on appelle des taxons. Alors on définira ça plus tard, quand on verra vraiment comment est bâtie la classification phylogénétique, mais en attendant, un taxon, c'est synonyme de clade, c'est synonyme de groupe monophylétique, et c'est quoi? C'est un groupe qui regroupe un ancêtre commun et tous ses descendants sans exception. Par exemple, le groupe violet, c'est l'ancêtre commun des vertébrés et tous les vertébrés. Par exemple, le groupe des primates, c'est l'ancêtre commun et tous les descendants, chimpanzés, hommes, gorilles, etc., qui forment ce groupe des primates. Ça, c'est ce qu'on appelle un taxon ou un clade. Alors dans cette classification, quel est le plus petit taxon possible? Quel est le taxon élémentaire? C'est ce qu'on appelle l'espèce, le taxon élémentaire. Alors les espèces, la nomenclature, en fait, c'est genre plus espèce, ça c'est issu historiquement de la nomenclature binomiale de Linné au XVIIIe siècle, où on définit donc le taxon élémentaire par le nom de son genre et de son espèce. À l'époque, Linné, il avait proposé que les espèces, ensuite il y avait les genres, ensuite il y avait les familles, les ordres, les classes, les phylums, tout ça maintenant on laisse tomber parce que c'était pas du tout le même cahier des charges. Là maintenant qu'il y a eu l'évolution, nous on cherche à faire des classifications et tout ceci a sauté, mais on a gardé historiquement pour pas tout refaire en fait, encore le genre et l'espèce. On peut prendre ici un exemple concret pour montrer comment les différentes espèces sont incorporées dans cette classification phylogénétique. Par exemple, si je prends cette espèce-là, qui est le silène dioïque, je peux, en commençant par ma classification du début d'année, montrer comment j'y arrive. Donc je pars des eucaryotes, je vais au niveau de la lignée verte, des chlorobiontes, tout ça c'est les critères qu'on connaît, au niveau des embryophytes, des stomatophytes, etc., j'arrive au niveau des angiospermes, et dans les angiospermes, effectivement, j'ai plein de subdivisions qui me font arriver aux cariophyllacées. Une fois que je suis dans les cariophyllacées, pareil, j'ai plein de familles. On garde encore un petit peu ça par l'usage au niveau des végétaux. J'ai donc des genres, et parmi ces genres, j'ai plusieurs espèces. Et parmi ces 300 espèces, j'ai une espèce qui est ma silène dioïque en question. Petite remarque, il est possible que des fois il y ait des incertitudes. D'ailleurs, c'était le cas sur l'arbre juste précédent, où entre les archées, les eubactéries et les eucaryotes, c'était plutôt quelque chose qui était comme ça. Ça veut dire que là, c'est ce qu'on appelle une multifurcation. C'est quand on ne sait pas qui est le plus proche de qui, entre AB ou entre AC ou entre CB. Donc ça, des fois, ça peut nous arriver sur différents arbres. Pour finir, je voudrais faire une remarque sur les informations qui ne sont pas données par les arbres phylogénétiques en question. Alors la première information, c'est que ces arbres ne nous donnent pas l'âge dans l'absolu des points de bifurcation. On peut faire uniquement du relatif. Et ensuite, la longueur des branches, qui est représentée ici, a priori, elle ne donne pas accès au temps écoulé ou à la quantité de changement évolutif. Ce n'est pas proportionnel en fait. À noter, on le verra dans le grand 3, que des fois ça pourrait être le cas. C'est le cas donc du grand 3 et des arbres qui sont basés sur les séquences génétiques ou les séquences protéiques. Alors maintenant qu'on a vu donc comment se présentaient les arbres phylogénétiques, on va donc chercher à savoir comment on fait des arbres phylogénétiques.
quelle méthode on peut utiliser pour représenter l'évolution et les relations évolutives entre les différents groupes. Quand je veux faire une classification phylogénétique, l'idée intuitive, c'est quand même d'utiliser la ressemblance entre les différentes structures et les différents êtres vivants. Alors effectivement, par exemple, quand je veux classer le chat, le tigre et la mouche, bah moi, intuitivement, j'ai envie de mettre le chat et le tigre ensemble parce qu'ils se ressemblent, ils seraient issus d'un même ancêtre commun et ils seraient proches parents par rapport à la mouche. Et donc l'idée, c'est que plus il y a de ressemblances, plus les organismes sont proches. Alors l'étude des ressemblances globales, que j'utilise ici par intuition, c'est ce qu'on appelle la phénétique. Ça donne des classifications phénétiques. Alors est-ce que c'est une bonne idée de procéder comme ça? Bah voyons voir. Ça peut être une excellente idée effectivement, quand effectivement cette ressemblance, elle est due à un héritage par voie d'ascendance commune. Par exemple, quand je compare le membre chiridien de l'homme, de la chauve-souris, du dauphin et de l'oiseau, je me rends compte qu'ils sont faits exactement de la même façon. On le voit ici avec les couleurs. En fait, ces membres, ils dérivent d'une même structure ancestrale, qui est le membre chiridien ancestral, qui a donné ces différents membres au cours de l'évolution, avec un humérus, avec deux os qui forment le zygopode, avec un autopode qui a des phalanges. Pareil, quand je regarde les plumes des oiseaux, je me rends compte qu'elles sont faites de la même façon, et donc je suspecte qu'il y a un ancêtre commun qui avait effectivement une plume ancestrale, qui ensuite a donné les différents oiseaux. Donc quand ça c'est le cas, c'est une bonne idée d'utiliser la ressemblance, et ces structures qui se ressemblent, qui ont une même origine phylogénétique, on appelle ça des structures homologues. On dit qu'il y a une homologie. Mais on a un problème. Le problème, c'est que des fois, ça ne marche pas du tout. Par exemple, je pourrais dire, tiens, je vais classer ces animaux-là, lui, il a des ailes, l'homme n'a pas d'ailes, donc logiquement, lui dérive d'un ancêtre commun qui avait des ailes, et en fait, quand je regarde la vraie classification qui est celle-ci, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas. La chauve-souris, elle est bien plus proche de l'homme que de la mésange. Pareil ici, quand je regarde le dauphin et le thon, je pourrais dire ils se ressemblent beaucoup, ils ont des nageoires, un corps hydrodynamique, je les mets ensemble et je fais mon groupe ici, ils sont plus proches par rapport à l'homme. Et en fait, quand je regarde l'arbre réel, qui est admis par tout le monde, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas, le dauphin il est plus proche de l'homme. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé que la ressemblance ici, elle n'est pas due à un ancêtre commun. En fait, la ressemblance, elle est due à une adaptation semblable dans des lignées évolutives différentes, donc c'est pas le même ancêtre commun, suite aux contraintes environnementales et à la sélection naturelle, ce qui aboutit à des structures analogues. L'aile de la mésange, l'aile de la chauve-souris ne sont pas homologues, elles sont analogues. La nageoire du dauphin, la nageoire du thon, même principe. Donc on a compris, l'idée c'est bien d'utiliser les ressemblances, mais par contre pour classer, il ne faut utiliser que les caractères homologues. Et on a un gros problème puisque justement, c'est ces caractères homologues qui vont nous permettre de classer. Alors voyons voir comment on va faire concrètement. Quand on veut faire une classification phylogénétique, on a bien compris à l'instant qu'on ne pouvait pas prendre n'importe quoi comme caractère. Par exemple, tout à l'heure, on a pris, tiens, on va classer, il y a une aile, il n'y a pas d'aile, ou il y a des nageoires, il n'y a pas de nageoires. Ça, c'est une mauvaise idée. En fait, il faut prendre certains caractères que l'on juge homologues. Alors, comment on fait concrètement? Alors, les caractères, il y en a plusieurs types. Les premiers, historiquement les premiers à avoir été utilisés, ce sont les caractères morphologiques et anatomiques. Alors, c'est quoi l'idée de base? C'est que quand deux structures entretiennent avec les structures voisines les mêmes connexions et les mêmes relations, ces structures sont sans doute homologues. Par exemple, ici, quand je prends l'os rouge, il a les mêmes relations avec les os des trois autres couleurs, qu'ils soient ici, ici, ici ou ici. Ça plaide pour finalement un ancêtre commun qui avait ces relations, qui ensuite a pu diverger au cours de l'évolution. Petite remarque, ça ne veut surtout pas dire que ces structures ont le même rôle, c'est pas la question. On dit juste qu'elles dérivent d'une même structure ancestrale, qui est ici le membre chiridien. Alors petite remarque, ces structures homologues, effectivement, parfois elles sont peu discernables, du fait de justement cette spécialisation au cours de l'évolution. Quelqu'un qui ne connaît pas trop, il aura sans doute du mal à voir que cette structure-là et cette structure-là, du dauphin et de la chauve-souris, dérivent d'un membre chiridien ancestral, effectivement. Deuxième remarque, c'est que quand on fait ça, on peut se tromper. Peut-être qu'on a tout faux. Peut-être qu'elles ne sont pas du tout homologues, ça. On fait ce qu'on appelle des paris d'homologie. Alors, quand on utilise cette idée de base, à savoir que des structures qui entretiennent les mêmes connexions, les mêmes relations sont sans doute homologues, on comprend qu'on s'était totalement trompé tout à l'heure avec notre histoire de plumes et de nageoires. Quand je regarde les ailes de oiseaux et de chauves-souris, je me rends compte que déjà, là, il n'y a pas de plumes, mais qu'il y a une membrane qui est portée par des doigts, alors que là, il y a des plumes et que ce n'est pas du tout porté par des doigts. Ça veut dire que ce ne sont pas du tout les mêmes relations, les mêmes connexions, en fait. Et donc, que ces ailes ne proviennent sans doute pas d'une structure ancestrale. Et quand je regarde la nageoire du dauphin
membre chiridien et la nageoire des télostéens ou des poissons, entre guillemets ici, eh ben, je me rends compte que c'est pas du tout fait pareil, hein. Il n'y a pas du tout un membre monobasal ici, hein. Il y a plein de petites pièces osseuses qui sont en plusieurs quantités. Et donc, ça ne dérive sans doute pas d'une même structure ancestrale commune. Donc, je n'ai pas le droit de prendre en fait la nageoire ou l'aile, hein, quand je veux faire mon arbre phylogénétique. Alors, des fois, les caractères morphologiques et anatomiques ne sont plus bien visibles. On a vu l'exemple de l'aile de la chauve-souris et de la nageoire du dauphin. On peut utiliser deuxième type de caractères, les caractères embryologiques. L'idée de base, c'est que certaines homologies anatomiques qu'on ne voit pas chez l'adulte, eh ben, elles peuvent bien se voir au cours du développement embryonnaire. Alors effectivement, quand je regarde par exemple la mandibule ici, donc soit des oiseaux, soit d'un opossum qui est un mammifère, et la mandibule chez l'homme, je peux voir des points communs ou des différences. Par exemple, là, la mandibule chez l'homme, il y a un seul os, un seul os. Là, chez les oiseaux, il y en a 4 des os. Donc, a priori, c'est pas trop homologue. Mais quand je regarde le développement embryonnaire, je me rends compte que chez les mammifères, représentés par l'homme adulte ici, ou l'opossum ici, je vois qu'au cours du développement, et bien effectivement, au début, il y avait bien 4 os. C'est les 4 couleurs qui sont ici. Et au cours du développement, il y a un os qui s'est transformé en mâchoire ici, et les os autres sont devenus très petits et ont été incorporés c'est les osselets ici, hein, à l'oreille moyenne chez les mammifères. Et donc en fait, ces os-là, grâce au développement embryonnaire, je comprends qu'ils sont homologues des os qui forment la mâchoire chez les oiseaux. L'embryologie, elle est très utilisée pour ceci. Autre exemple, par exemple chez l'homme qui est un vertébré, donc qui est donc un chordé. Chordé, c'est défini par des fentes branchiales et les vertébrés par une queue post-anale. On n'a ni l'un ni l'autre visible chez l'homme adulte. Par contre, quand je regarde l'embryologie, je me rends compte qu'au niveau de l'embryon humain, ou l'embryon de poulet ici, j'ai effectivement au bout d'un moment les fentes branchiales qui sont percées. Hein. Après, elles vont se boucher, il n'y en a plus qu'une qui va rester au niveau de la trompe de stage. Et j'ai une queue post-anale. Donc, le développement embryonnaire me permet de voir certaines choses que je ne pourrais pas aborder sans lui. Autre caractère, troisième caractère que je peux utiliser pour faire mes arbres, ce sont les caractères biochimiques. Alors l'idée de base, c'est que quand il y a une molécule uniquement dans certains groupes, eh ben, ça plaide pour un ancêtre commun, chez qui cette molécule serait apparue. Par exemple, c'est utilisé dans la classification phylogénétique où le collagène, c'est marqué ici, définit donc les métazoaires, l'apparition du collagène, et l'apparition du glycogène définit les opistocontes qui sont les métazoaires et les champignons. Alors il faut faire attention, très attention, c'est d'ailleurs l'objectif de plein d'exercices, c'est que parfois on n'est pas à l'abri de convergence, ça veut dire l'apparition plusieurs fois dans l'arbre du vivant, et il y a aussi possibilité de transferts horizontaux, que l'on voit en terminale SP biologie au lycée, où là on voit par exemple ici, chez les pucerons, la présence d'un gène qui permet la synthèse de caroténides, qu'on n'a pas du tout chez les autres animaux, mais là c'est juste dû à un transfert horizontal via une bactérie ou via un champignon. Enfin, on peut utiliser des caractères moléculaires de séquence d'acides aminés ou de nucléotides. L'idée de base, ici, c'est que la présence d'une certaine séquence nucléotidique ou d'acides aminés chez certains organismes, et pas les autres, plaide pour un ancêtre commun. Par exemple, chez la souris et chez l'homme, on a un ensemble de gènes qui s'appellent les gènes OX homéotiques. On trouve ça chez l'homme et la souris, en 4 complexes, alors qu'il n'y a pas 4 complexes chez la drosophile. Donc ça nous permet de dire qu'effectivement, l'ancêtre commun de l'homme et de la souris avait ces complexes de gènes OX sous forme de 4 complexes, contrairement à la drosophile, et donc de grouper la souris et l'homme dans le même taxon. On vient ici de finir ce grand 1. Alors qu'est-ce qu'on a vu si on veut faire un petit bilan? On a vu qu'on pouvait classer les organismes en différents groupes selon des critères de ressemblance, qu'il existe plusieurs types de classification selon les objectifs recherchés. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la classification phylogénétique, dont le but est de reconstituer l'histoire évolutive des êtres vivants. Les critères qu'on utilise pour cette classification, ce sont des critères morphologiques et anatomiques avant tout, des critères embryologiques, des critères biochimiques et des critères de séquence moléculaire. Et attention, attention, dans le cas de cette classification phylogénétique, on n'utilise que certains types de ressemblances, qui sont les ressemblances dues à une ascendance commune. On va parler d'homologie. Deux structures sont homologues lorsqu'elles ont une même origine phylogénétique, un même ancêtre commun. On n'utilise que les structures homologues.
Alors bien sûr, si on s'arrête à ce stade, on se dit qu'il y a un petit truc qui cloche, qui va pas bien, c'est que pour faire un arbre phylogénétique, il faut que j'utilise des caractères homologues. Mais justement, je ne peux pas savoir s'ils sont homologues avant d'avoir fait mon arbre phylogénétique. Alors ça, on va y répondre tout à l'heure. Voyons voir justement comment on fait concrètement pour faire une classification phylogénétique. Alors on va distinguer deux cas selon si on se base sur des critères de séquence, on parlera de phylogénie moléculaire dans le grand 3, ou selon si on se base sur les autres caractères, c'est l'objet de ce grand 2 ici. Commençons donc par ce grand 2, le cas des phylogénies non moléculaires. Alors notre objectif ici, ça va être de déterminer parmi plusieurs êtres vivants qui est le plus proche de qui. On va chercher à faire des groupes qui regroupent un ancêtre commun et tous les organismes sans exception qui en sont issus. Bref, on va chercher à faire des groupes monophylétiques, synonyme de clade ou synonyme de taxon. Je fais un petit retour sur cette figure qui est intéressante pour être sûr que l'on se comprend quand on parle de groupe monophylétique et non monophylétique. Là, par exemple, je peux regrouper ensemble les hippopotames et les cétacés avec l'ancêtre commun. Ça, c'est un groupe monophylétique par définition. Je peux prendre cet ancêtre commun et prendre tous ceux qui sont issus de cet ancêtre commun. Par définition, c'est bien un groupe monophylétique. Par contre, si je prends le groupe des cétacés et des phoques uniquement, je vois bien que là, ce n'est pas monophylétique, puisque je n'ai pas un ancêtre commun et tous ses descendants, pas du tout. Donc ce groupe-là, lui, il n'est pas monophylétique. Et quand je prends par exemple tous ceux qui sont là, ça veut dire tous ceux qui sont l'ancêtre des ongulés, sauf ceux qui sont retournés à l'eau, et bien ce n'est pas un groupe monophylétique non plus, parce que j'ai bien l'ancêtre commun, mais par contre, j'ai pas tous les descendants, puisque les cétacés en sont exclus. Donc le groupe bleu ici n'est pas un groupe monophylétique. Alors concrètement, quand on va faire notre protocole de classification, on ne peut pas classer toutes les espèces en même temps, parce que ce serait bien trop compliqué, il y a bien trop de possibilités. On va concrètement utiliser que 3 groupes. Avec 3 groupes, je peux faire 3 arbres. Avec 4 groupes à classer, j'ai 15 arbres possibles. Avec 10 groupes, je pourrais calculer, j'ai 34, 10 exposant 9 possibilités. Donc concrètement, nous, quand on fait nos exercices, on fait sur 3 ou sur 4 groupes quand on fait notre arbre phylogénétique. Alors voyons voir tout de suite comment on fait. Pour ceci, on va partir d'un exemple concret. Imaginons que je cherche à classer entre eux l'homme, la chauve-souris et la mésange. Alors l'idée, c'est qu'on va utiliser une méthode qui est en 5 étapes, qui est issue donc des travaux de Hennig, qui était un Allemand en 1950, qui a jeté les bases justement de la méthode pour faire les arbres phylogénétiques. Alors première étape, on va recenser les caractères que l'on pense homologues. L'idée, c'est que quand on a donc une structure homologue présente chez X et Y, mais pas chez Z, ça veut donc dire que X et Y partagent un ancêtre commun qui avait cette structure, et donc que X et Y sont plus proches entre eux que par rapport à Z. Alors, c'est marqué que l'on pense homologue, parce qu'en fait, on n'est pas sûr à 100%, puisque on n'a pas encore l'arbre, justement, on veut obtenir l'arbre, nous. Donc en fait, on peut se tromper, il s'agit de ce qu'on appelle des paris d'homologie. On parle d'homologie primaire. Alors, on ne prend pas n'importe quoi comme caractère, on l'a dit tout à l'heure. On se base sur les connexions anatomiques, on se base notamment aussi sur le développement embryonnaire. Alors, prenons notre exemple. Imaginons que donc je cherche à classer, donc je vais prendre comme premier critère la présence d'un amnios. Effectivement, les 3 ont un amnios. Et les 3, l'amnios, il est fait à peu près de la même façon. Je pense qu'il est homologue d'un amnios ancestral. Je peux prendre chez les 3 la présence de membres chiridiens, on l'a très bien vu tout à l'heure, avec des connexions qui sont identiques, donc ça dériverait d'un membre chiridien ancestral. Chez les 3, il y a une colonne vertébrale, même principe. Chez les 3, il y a une mandibule. Par contre, là, j'ai une petite différence, c'est que chez l'homme et la chauve-souris, la mandibule est à un seul os. Les autres os, ils sont dans l'oreille interne, enfin dans l'oreille moyenne. Alors que chez la mésange, par contre, l'oiseau de tout à l'heure, il y a 4 os. Chez l'homme et la chauve-souris, il y a présence de glandes mammaires, qui sont faites à peu près de la même façon. Je peux les considérer comme caractères homologues. Je peux considérer comme caractère homologue la présence d'ailes chez la chauve-souris et chez l'oiseau. Alors là, bien sûr, on vous allez me dire, bah non, c'est pas du tout, ça marche pas comme ça. Oui, mais imaginons que je me trompe, parce qu'on ne sait pas, c'est des paris d'homologie. Donc là, j'ai fait un pari perdant, j'ai considéré que l'aile de la chauve-souris et l'aile de la mésange étaient homologues. Bon, moi, je le prends dans mon arbre, puisque je n'ai pas la réponse encore. Et puis aussi, je vois que chez l'homme et la chauve-souris, il y a présence de dents, alors qu'il n'y en a pas du tout chez la mésange. Donc ça, c'est ma première étape, j'ai recensé les caractères que j'ai jugés homologues. Petite remarque ici intéressante concernant la notion d'homologie. Cette notion d'homologie, elle est relative, ça dépend de quoi on parle. Si par exemple je regarde le membre père de la truite,
je vois qu'elle n'est pas du tout faite de la même façon par rapport aux membres du dipneus, du coélacanthe ou de l'homme, qui sont tous faits à partir d'un membre monobasal qui est représenté ici par le H de l'humérus. Donc là, quand je regarde le membre ici, je peux dire que ces trois sont homologues en tant que membres monobasal. Effectivement, c'est ce qui me définit, on le voit ici, les sarcoptérygiens. Par contre, maintenant, si je vais plus précisément, je regarde toujours ce membre-là, mais je vais aller plus précisément. Je regarde qu'est-ce qui est branché sur le membre monobasal. Je me rends compte qu'au niveau du dipneus, j'ai ceci. Alors qu'au niveau de la chauve-souris, j'ai deux os, puis ensuite l'autopode. Pareil ici, pareil ici. Ça veut dire que là, ceux-là, en tant que membre, pas membre monobasal, mais en tant que membre chiridien, ils sont homologues. Et donc lui, du coup, n'est plus homologue en tant que membre chiridien. Ça me permet de définir les tétrapodes. Et quand je regarde maintenant les membres donc, de la langoustine avec les membres de la truite, du dipneus ou de l'homme tout à l'heure, et bien là je me rends compte par exemple que tous ceux-ci sont faits à partir d'endosquelettes, alors que lui il est fait à partir d'exosquelettes. Donc là je peux dire que eux ils sont homologues en tant que membres pairs à endosquelette osseux. Donc bref, l'idée c'est que quand je parle d'homologie, il faut savoir de quoi je parle. Quand je dis que le membre de l'homme et de la truite sont homologues, ça dépend. En tant que membre pair endosquelette osseux, oui. En tant que membre monobasal, non. Le membre du dipneus et de l'homme sont-ils homologues? Ça dépend de quoi je parle. En tant que membre monobasal, oui. En tant que membre chiridien, non. Donc ça, c'était juste une petite remarque concernant l'homologie, savoir de quoi on parle. Deuxième étape, une fois donc que j'ai mes différents caractères, je vais identifier les différents états possibles. Et je vais ne garder que les caractères informatifs. Par exemple, mes trois premiers, là, amnios, membre chiridien, colonne vertébrale, en fait, ils ne sont pas du tout intéressants, puisque tout le monde les a. Donc, ils ne me servent pas à classer du tout. Par contre, l'histoire de la mandibule, ça, c'est intéressant. Il n'y en a que 2 sur 1 qui ont un seul os. L'autre, il en a 4. La glande mammaire, c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant aussi, puisqu'il y en a un qui l'a pas, il y en a qui les ont. La présence d'ailes, c'est intéressant aussi. Et puis la présence de dents, c'est aussi intéressant. Donc je vais garder uniquement les 4 critères qui sont ici pour faire ma classification. Les autres, je vais les éliminer. Troisième étape de la méthode, étape très importante, on va polariser les caractères et construire une matrice. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Voyons voir tout de suite. Alors polariser les caractères, ça veut dire identifier les états ancestraux et les états dérivés. Alors pourquoi on fait ça? Je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, le postulat est le suivant, c'est que quand un caractère il est présent sous 2 états, l'un des deux est issu de la transformation du premier. Cette transformation, c'est ce qu'on appelle une innovation évolutive. L'état ancestral, on va l'appeler plésiomorphe, c'est totalement synonyme. L'état dérivé, on va l'appeler l'état apomorphe. Et en fait, donc ce qui se passe, on le voit ici au cours de l'arbre, donc là, il y avait l'état ancestral, et au bout d'un moment, par exemple ici, au niveau de l'ancêtre commun ici, il y a eu apparition de l'état dérivé, qui ensuite s'est transmis dans G et dans H. Et en fait, ce que l'on voit ici, c'est que le partage de l'état dérivé, je le fais ici, c'est lui qui va permettre de définir un groupe monophylétique. Ça veut dire un groupe dont l'ancêtre commun, en fait, c'est l'espèce chez qui cette transformation est apparue en premier. Ça, c'est la base de ce qu'on est en train de faire. Ce groupe-là, le groupe des individus qui sont en noir, que je peux grouper ensemble sous la ressemblance de « ils partagent un état ancestral », je le fais tout de suite, ça, ce n'est pas un groupe monophylétique, puisqu'il me manque des individus. Donc, l'idée est la suivante, c'est que quand un groupe est défini par le partage d'un état dérivé, c'est un groupe monophylétique, sinon ce n'est pas le cas. Pour illustrer cette idée fondamentale, on peut prendre un exemple concret, à savoir comment classer entre eux le lézard, le crocodile, l'api et le perroquet. Alors, historiquement, cette classification, elle avait été faite avant 1950. Les biologistes avaient dit, on va étudier le caractère revêtement qui existe sous 2 formes, soit revêtement de type écaille, soit de type plume. On n'a qu'à mettre ensemble ceux qui ont des plumes et faire le groupe des oiseaux. On n'a qu'à mettre ensemble ceux qui ont des écailles et faire le groupe des reptiles. Avec la méthodologie issue de Hennig 1950, cette façon de faire, on voit qu'elle n'est pas la bonne. Si je fais la procédure que je viens de développer précédemment, je vais la faire tout de suite, je vois que je ne vais pas obtenir la même chose. Alors effectivement, là j'utilise mon caractère revêtement, il existe sous 2 états, état écaille, état plume. L'étude du développement embryonnaire me montre que effectivement les bourgeons épidermiques peuvent donner dans certains cas des écailles, dans certains cas des plumes, donc c'est bien
écailles et plumes sont bien homologues en tant que dérivés de l'épiderme. Et ce qui est bien au cours du développement embryonnaire des oiseaux, c'est que l'on voit que le petit bourgeonnement épidermique préfigure une écaille qui ensuite se transforme en plume. Ça veut dire que le développement embryonnaire me tend à suggérer que l'écaille est l'état ancestral et la plume est donc l'état dérivé du caractère dérivé de bourgeon épidermique. Alors une fois que j'ai dit ça, je peux donc faire la méthodologie, dire ici j'ai donc l'écaille état primitif qui devient état dérivé plume, et donc regrouper ensemble pie et perroquet en tant que groupe qui partage l'état dérivé présence de plume. Ce groupe-là est bien monophylétique. Par contre, si je commence à regrouper ceux-ci ensemble, je fais un regroupement grâce à l'état primitif, à savoir l'existence d'une écaille. Je ne fais pas un groupe monophylétique. Le groupe des reptiles n'est pas un groupe monophylétique. En fait, quand je parle des ressemblances, par exemple présence d'une écaille, présence de plumes, je vais distinguer deux cas. Soit la ressemblance elle est liée au partage d'un même caractère à l'état dérivé, du fait d'un ancêtre commun, ça s'appelle une synapomorphie. Par exemple, la plume, c'est une synapomorphie de ces deux individus qui sont là. Ou bien, deuxième cas, la ressemblance donc peut être liée au partage d'un même état, d'un même caractère à l'état ancestral. Par exemple, écaille. Dans ce cas, je parle de symplésiomorphie. Par exemple, l'écaille est une symplésiomorphie qui me définit ce groupe non monophylétique qui est le groupe des reptiles. On l'a compris avec cet exemple, le fondement de la méthode, c'est que seul l'état dérivé permet de reconstituer les relations d'ascendance et donc de trouver des clades égale taxon égale groupe monophylétique. Pour cette méthodologie, il y a donc nécessité de pouvoir identifier pour deux états d'un même caractère quel est celui qui est ancestral et quel est celui qui est dérivé, puisque c'est le fondement de la méthode. J'ai besoin de savoir est-ce que l'état que j'observe il est ancestral ou dérivé. Alors comment on fait pour ceci? Il y a plusieurs techniques. La première, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle un extragroupe. Un extragroupe, c'est une espèce qui est extérieure à l'échantillon étudié. Là, on voit, donc moi j'étudie tout ça, c'est ce que je veux classer, et donc je peux prendre un groupe extérieur qui est ici. Alors c'est quoi le postulat de base? C'est que le caractère que j'étudie, qui va apparaître sous forme d'un état dérivé à un moment, par exemple ici, il se retrouve à l'état ancestral, donc tout ailleurs, y compris au niveau de l'extragroupe. Ça veut dire que quand je prends un caractère, l'extragroupe, il les a sous l'état ancestral. Alors je vais prendre mon exemple concret. Imaginons que je veuille classer, comme tout à l'heure, la chauve-souris, la mésange et l'homme, qui sont ici. Je peux prendre comme groupe extérieur la truite. Par exemple, si je prends mon exemple du membre chiridien de tout à l'heure, l'état primitif, c'est le membre chiridien classique, il a pu ensuite évoluer. Par exemple, chez la chauve-souris, il a évolué comme ceci. C'est un état dérivé que je peux appeler premier état dérivé. Il y a un deuxième état dérivé, c'est qu'il peut évoluer comme ça, ou chez les cétacés, évoluer comme ceci. Donc des fois, on peut mettre plusieurs états dérivés en mettant un A, un B, un C, par exemple, plus précis que le 1 de tout à l'heure.
Concernant donc cet extra-groupe, il y a quand même deux limites. La première limite, c'est que, donc ça je considère que c'est l'état ancestral ensuite, et là l'état dérivé qui apparaît, c'est que je ne tiens pas du tout en compte l'évolution de l'extra-groupe qui a pu, depuis cet ancêtre commun, acquérir pourquoi pas des états dérivés. Donc ça, je vais l'ignorer. Et une deuxième limite, c'est que la désignation de l'extra-groupe, donc c'est un groupe extérieur, elle s'appuie sur ce qu'on sait déjà ou ce qu'on croit savoir de l'évolution. Si on se trompe, ça tombe totalement à l'eau. Je vous donne un exemple. Si on prend comme extra-groupe pour classer ces quatre animaux-là la tortue parce qu'on considère, les chercheurs nous ont dit que c'était hors de tout ce que je veux classer, ce qui est juste d'ailleurs, ce qui est totalement juste, et ben je peux faire ma classification et je peux dire, bon ben, elle a des écailles, c'est donc l'état ancestral, et que dès que la plume apparaît, c'est l'état dérivé, donc je peux faire mon classement comme ceci et faire mon groupe monophylétique des oiseaux. Ça marche bien. Si jamais les chercheurs me disent, tiens, comme extra-groupe, on va prendre l'autruche, ce qui est faux, hein, mais imaginons qu'on se trompe dans le choix de l'extra-groupe. Je peux prendre l'autruche, et dans ce cas, je dis, bon ben, elle a des plumes, donc c'est l'état ancestral, et du coup, ben, je vais regrouper les animaux en groupes monophylétiques sur le partage de l'état dérivé écaille, puisque là, l'état ancestral, ce serait la plume. Et donc, dans ce cas, je fais des classifications totalement différentes. La classification qui est ici, elle est fausse, mais elle est fausse méthodologiquement, j'ai bien raisonné. Par contre, elle est fausse parce que malheureusement, mon extra-groupe, il a été très très mal choisi, hein. Ça, c'est pas du tout un extra-groupe de tout ça, quoi. Pas du tout, par rapport à la tortue. Donc ça, c'était juste une petite remarque sur le choix de l'extra-groupe. Et concrètement, pour vraiment que ça marche bien, on utilise souvent plusieurs extra-groupes pour bien argumenter une phylogénie. On vient de voir qu'une première méthode pour polariser les caractères était l'utilisation de l'extra-groupe. Alors il y a une deuxième méthode qu'on utilise beaucoup, c'est le développement embryonnaire. On a déjà vu ça avec l'exemple de l'écaille et de la plume. On a vu qu'au cours du développement embryonnaire, chez les oiseaux, il y avait préfiguration d'une écaille qui ensuite se transformait en plume. C'est pour ça qu'on a dit que l'écaille c'était le 0, l'état ancestral, et que la plume c'était le 1, l'état dérivé de ma matrice. On a vu aussi, comme exemple précédemment, cette histoire de mandibule. On voit que chez les mammifères, la mandibule, au cours du développement embryonnaire, a 4 os, et que petit à petit, au cours du développement, il n'y en a plus qu'un qui reste, les autres allant au niveau de l'oreille moyenne. Et donc on peut dire que effectivement l'état ancestral, c'est celui qu'on a chez les oiseaux, à savoir donc mandibule en plusieurs os, et que chez les mammifères, on a l'état dérivé, qui est mandibule en un seul os. Ça, c'est le développement embryonnaire qui m'a permis de déterminer ceci. On peut aussi, troisième méthode utilisée pour polariser, faire des études sur les fossiles. D'ailleurs, on le voit avec cet exemple de mandibule. On voit sur les fossiles proches de la lignée des mammifères, de plus en plus récents, on voit la migration progressive chez l'adulte des trois os postérieurs vers l'oreille et leur miniaturisation. Deuxième exemple que je peux vous donner, c'est qu'avec les fossiles, on voit aussi comment on passe progressivement du membre chiridien que l'on a par exemple chez nous, chez l'hippopotame, on voit comment, quand on va évoluer vers la lignée des cétacés, comment ce membre devient petit à petit de type nageoire. Dans ce cas, le membre chiridien sous forme de nageoire, c'est l'état dérivé, et le membre chiridien classique d'une patte d'hippopotame, non nageoire, c'est l'état primitif. Concernant cette polarisation des caractères, il est aussi des fois possible que la polarisation ne soit pas possible. Et dans ce cas, on a une incertitude, et au début de l'arbre du vivant, hein, on ne sait pas, entre les archées, les eucaryotes, les eubactéries, on n'a pas réussi à polariser, et les arbres, on dit qu'ils sont non racinés. C'est exactement ce qu'on voit ici. Alors, petite remarque sur les états plésiomorphes et apomorphes, ça veut dire ancestraux et dérivés, c'est que, comme pour l'homologie, ce sont des notions relatives. Alors, voyons voir ceci sur cet exemple-là. Donc, je vais m'intéresser aux membres pairs des vertébrés. Donc, chez les actinoptérygiens, les membres pairs sont sous forme de nageoire, hein, donc ça c'est l'état ancestral en fait. Et ensuite, au niveau des mammifères et des oiseaux, le membre va se transformer et l'état sera membre chiridien. Donc, le membre chiridien que je vois ici, c'est donc l'état dérivé par rapport à l'état nageoire rayonné. Mais ensuite, ce membre chiridien de base ici, il va donner l'homme, et puis il va ensuite se modifier sous forme d'aile, ce qui va donner justement le clade des oiseaux. Donc quand je compare cet état-là avec cet état-là, ce membre chiridien de base est donc maintenant l'état ancestral par rapport à ce membre chiridien ici sous forme aile, qui est l'état dérivé. Ça signifie donc que l'état membre chiridien, selon ma référence, selon si c'est par rapport à lui ou si c'est par rapport à lui, ce sera l'état ancestral ou l'état dérivé. Donc ce sont des notions relatives. Maintenant, on peut passer à la quatrième étape, à savoir la construction de tous les arbres possibles
et à la sélection du plus probable. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire les différents arbres possibles, tous. Donc là, comme je veux classer mes 3 espèces qui sont ici, j'ai 3 arbres possibles qui sont marqués ici. Et sur ces arbres, je vais indiquer les différents événements évolutifs qui ont eu lieu. Par exemple, l'amnios, je vais prendre cette colonne-là, donc chez la truite ou le thon, peu importe, il n'y a pas d'amnios, et ensuite là, il y a de l'amnios. Donc l'amnios, il apparaît soit ici, si c'est cet arbre, il apparaît ici, si c'est cet arbre, il apparaît ici. Donc je fais apparaître mon amnios ici. Alors c'est pas du tout informatif, puisque quel que soit l'arbre, c'est le même événement. Le membre chiridien, il n'est pas informatif, la colonne n'est pas informative, je laisse tomber. Je vais maintenant m'intéresser à la mandibule. Alors la mandibule, effectivement, elle est sous forme donc 4 os ici, et chez l'oiseau c'est pareil. Un os chez les chauves-souris et les hommes. Ça signifie que si c'est cet arbre qui est juste, la mandibule sous l'état dérivé, elle apparaît, alors pas ici, puisque l'oiseau il serait concerné, pas ici parce que l'oiseau serait concerné, donc elle apparaît donc ici ou ici. J'ai donc 2 événements évolutifs si c'est cet arbre qui est là. J'aurais pu aussi faire apparaître la mandibule ici, sous forme un os, et faire une réversion ici. J'aurais aussi eu 2 événements évolutifs, ça ne change pas, parce qu'on va voir que ce qui compte, c'est on va les compter pour sélectionner l'arbre le plus probable. Autre possibilité, c'est même chose, ou autre possibilité, je vais le faire ici, la mandibule sous forme d'un os, elle apparaît à cet endroit-là uniquement. Et ensuite, eux, ils en héritent. Là, j'ai qu'un seul pas évolutif par rapport à ici. Je peux faire les glandes mammaires, je le fais. Donc les glandes mammaires, elles peuvent apparaître ici et eux, ils l'ont. Soit elles peuvent apparaître ici, lui là, et lui, il l'a pas. Pareil là. Ou bien, comme tout à l'heure, je peux dire, tiens, les glandes mammaires, elles apparaissent ici, et ensuite elles régressent et l'oiseau n'en a pas. Du coup, je les fais régresser ici. J'aurai aussi 2 pas évolutifs. Donc ça ne change rien. Donc là, j'ai fait une proposition, apparition là, apparition ici. Je peux faire les ailes. Les ailes, donc, elles apparaissent à cet endroit-là pour que lui et lui, ils le récupèrent. Ou bien, dans mon exemple, je vais prendre ici, l'aile, elle apparaît ici, l'oiseau a une aile, et ici, la chauve-souris a une aile. Les dents, alors les dents, c'est pas informatif ici, puisqu'il n'y a que l'oiseau qui l'a. C'est un état dérivé. L'état dérivé, c'est l'absence de dents. Donc, l'absence de dents ici, ou ici, ou ici. C'est pas informatif. On ne le voyait pas au début, mais en fait, comme c'est un état dérivé qui a un seul endroit, lui, c'était l'état primitif. Effectivement, pour classer, j'en ai pas besoin. Une fois que j'ai fait ça, je vais compter le nombre de pas évolutifs pour chaque arbre. Là, j'ai 8 pas évolutifs. Là, j'en ai 9. Là, j'en ai 7. Et donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme arbre? On va utiliser ce qu'on appelle le principe de maximum de parcimonie. C'est un principe philosophique qui nous dit, je cite, il est vain de vouloir faire avec plus ce qu'on peut faire avec moins. Et donc, on va choisir l'arbre qui implique le plus petit nombre d'hypothèses évolutives. Ici, c'est celui-ci. C'est l'arbre le plus parcimonieux, c'est celui qu'on va garder. Concernant cette méthode du maximum de parcimonie, on peut faire 2 remarques. La première remarque, c'est que cette méthode, elle est critiquable dans son principe même. On n'était pas là, on peut se tromper. Peut-être que l'évolution, elle n'a pas été parcimonieuse. Peut-être que l'évolution, elle a fait comme ceci. Donc ça, c'est la première remarque importante. Deuxième remarque, c'est que ici, tous les changements évolutifs ont le même poids. Alors ça peut un petit peu nous gêner d'un point de vue biologique, puisqu'on conçoit bien que certaines acquisitions évolutives, par exemple la perte des dents, c'est peut-être plus facile à faire par petite inactivation génétique que l'apparition de glandes mammaires qui sont complexes, qui nécessitent donc bien plus d'événements pour apparaître, quoi. Donc concrètement, pour tenir en compte de cette réalité biologique, on peut pondérer aussi les transitions qui paraissent rares ou difficiles par rapport aux transitions qui semblent plus faciles. Donc là, on utilise une autre méthode que le maximum de parcimonie qui s'appelle la méthode du maximum de vraisemblance. L'idée, c'est qu'on va construire tous les arbres possibles et qu'on va garder celui qui est le plus vraisemblable, connaissant les probabilités, alors ça c'est l'homme qui va les dire, peut-être il peut encore se tromper, connaissant les probabilités estimées donc pour chaque changement. Une fois qu'on a fait ça, 5e et dernière étape, on va tester la robustesse de l'arbre obtenu. Concrètement, on sent bien que l'arbre que j'ai sélectionné, en fait, ça va dépendre des caractères que j'ai considérés. Par exemple, si j'avais ignoré les glandes mammaires et si j'avais ignoré les mandibules, j'aurais jamais sélectionné cet arbre-là. Donc effectivement, ça c'est pas bien. Donc concrètement, en fait, on va tester la robustesse en enlevant certaines colonnes et en refaisant le travail dessus. Et si on tombe tout le temps sur l'arbre
qui est ici, eh ben ça voudra dire qu'il est robuste et ça veut dire qu'on lui fait confiance. Là, bien sûr, hein, 8, 9, 7, ça se joue à très peu, mais c'est normal. J'ai étudié que 4 caractères. Lui, il n'est pas informatif, j'ai que 3 caractères informatifs, hein. Dans la vraie vie, on en a bien plus, quoi, hein. Et ça se joue pas à une seule hypothèse évolutive pour le choix de l'arbre. Bon, là, je viens de faire concrètement comment on fait pour construire un arbre. Maintenant, la question, c'est que maintenant que j'ai mon arbre, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'il m'apporte quand je vais faire son analyse? Donc là, je vais passer à cette partie, deuxième sous-partie du grand 2. L'analyse de l'arbre obtenu est très intéressante parce qu'elle va nous donner les informations sur l'évolution. Donc ça, c'est l'objet du cours E5 de BCPST2. Là, je vais juste dire les grands principes. Alors une fois que j'ai fait ma classification phylogénétique, je vais pouvoir définir 3 types de groupes. Le premier type de groupe, on le connaît très bien, c'est le groupe monophylétique. C'est ce qu'on appelle un clade ou un taxon. C'est un groupe qui regroupe donc l'ancêtre commun et tous ses descendants sans exception. Par exemple, le clade des tétrapodes, le clade des mammifères. Je peux aussi faire d'autres groupes qui sont non monophylétiques. Alors là, je vais distinguer 2 sous-cas. Le premier sous-cas, c'est le groupe paraphylétique. Alors c'est quoi un groupe paraphylétique? C'est un groupe qui regroupe l'ancêtre commun et uniquement certains de ses descendants. Par exemple, l'AG est exclu. Ça, c'est un groupe paraphylétique. Alors, on en a déjà vu, nous, des groupes paraphylétiques. C'est par exemple le groupe des poissons, ici représenté en vert, qui concerne tous les vertébrés sauf les tétrapodes. Et c'est aussi le cas des reptiles, c'est tous les sauropsidés sauf les oiseaux. Un deuxième sous-type de groupe non monophylétique, c'est les groupes polyphylétiques, où là, on regroupe ensemble des organismes, mais sans considérer leur ancêtre commun. Par exemple, vous verrez en seconde année le groupe des unicellulaires eucaryotes, le groupe des algues, tout ça, ce sont des groupes polyphylétiques. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir expliquer les ressemblances entre les différents organismes de 3 façons. À première possibilité, quand des organismes se ressemblent, ça peut être dû au partage d'un même caractère dérivé, du fait d'un ancêtre commun. Cette ressemblance est une synapomorphie. Ce partage permet justement de définir un groupe monophylétique. Alors prenons un exemple concret. Par exemple, donc sur cet arbre-là, le partage de l'état dérivé présence d'une grande mammaire, ça permet de définir le groupe monophylétique des mammifères. Je le mets ici. Le partage de l'état dérivé, il y a un membre chiridien, ça permet de définir le groupe monophylétique des tétrapodes. Donc dans ce cas-là, la ressemblance, elle permet donc de définir un groupe monophylétique. Cette ressemblance, ça s'appelle une synapomorphie. Des fois, les organismes se ressemblent, mais ce n'est pas basé sur une synapomorphie. Prenons l'exemple ici de l'écaille. Donc, il y a une écaille, enfin il y a des écailles, c'est l'état ancestral, et là il y a l'état dérivé qui apparaît, c'est la plume. Si je groupe ces organismes sur le fait qu'ils partagent le même état ancestral, j'ai le droit de le faire, hein. Dans ce cas, ma ressemblance, elle est due au partage d'un état ancestral. C'est une symplésiomorphie définie tout à l'heure. Si je regarde ici, je regarde donc la mâchoire à 4 os, je vois que si je regroupe les poissons et les oiseaux parce que la mâchoire, elle est à 4 os, je les regroupe parce qu'ils partagent le même état ancestral, comme ici. Donc là, je regroupe ça du fait qu'ils partagent le même état ancestral, c'est basé sur une symplésiomorphie, et bien ça me permet de faire des groupes paraphylétiques. Dernière possibilité, je peux aussi grouper des êtres vivants parce qu'ils partagent le même état dérivé, mais qui n'est pas hérité d'une ascendance commune. Par exemple, je peux grouper lui et lui parce qu'ils ont des ailes, mais ce n'est pas dû à une aile ancestrale. L'ancêtre de l'homme n'avait pas d'aile en fait. Donc là, je les regroupe ici, ça me permet de définir le groupe polyphylétique des vertébrés qui ont des ailes, et c'est basé donc sur le partage d'un état de caractère, mais qui n'est pas hérité d'une ascendance commune. Cette ressemblance, ça ne s'appelle pas une synapomorphie, ça ne s'appelle pas une symplésiomorphie, ça s'appelle une homoplasie. Les ressemblances basées sur des homoplasies permettent donc de définir des groupes polyphylétiques. Par exemple ici, l'homoplasie, il y a des ailes chez les vertébrés, ça m'a permis de définir le groupe polyphylétique qui est ici en rouge, qui correspond aux vertébrés qui volent. Alors les homoplasies sont intéressantes a posteriori parce qu'on comprend qu'elles correspondent aux paris d'homologie primaires qui ont été perdus. Moi, j'avais considéré dans ma matrice tout à l'heure, quand j'avais fait mes colonnes, que l'aile, c'était un état dérivé et que ça provenait d'une aile ancestrale. En fait, je me rends compte maintenant que je me suis trompé. Donc les homoplasies, c'est ça. Les ailes, elles ne sont pas homologues en fait. Ces ailes, on dit qu'elles sont analogues. Alors la question, c'est comment on peut expliquer ces homoplasies.
Alors, comme on l'avait vu dans le cours sur la vache, ces homoplasies, on n'avait pas cité le terme à l'époque, mais c'était l'idée, on avait parlé d'analogie, elles peuvent résulter d'une convergence évolutive ou d'une réversion. Alors, prenons le premier cas. Je vais prendre l'aile des oiseaux et l'aile des chauves-souris. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ça, c'est l'arbre des vertébrés. L'ancêtre des vertébrés n'avait pas d'aile, et dans la lignée évolutive qui mène aux oiseaux, l'aile apparaît. L'aile, c'est l'état dérivé, c'est un rond. Là, ça donne les mammifères. Chez l'homme, il n'y a pas d'aile. Et là, chez la chauve-souris, l'aile apparaît. L'aile, elle apparaît ici et ici. Elle apparaît à deux endroits différents de l'arbre d'une façon indépendante. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est face aux contraintes du milieu, face au mode de vie. En fait, c'est la sélection naturelle qui a produit chez des organismes de lignées évolutives différentes des solutions semblables à plusieurs reprises, d'une façon indépendante. Donc ça, c'est une explication d'homoplasie par convergence évolutive. Les exemples de convergence évolutive sont très nombreux. Par exemple, quand je regarde ici donc les mammifères, il y a deux groupes frères. Enfin, j'ignore l'ornithorynque. Donc il y a les euthériens, les placentaires, c'est tous ceux qui sont ici. Et il y a les marsupiaux qui ensuite ont donné tous ceux qui sont ici. Et bien on voit que quand on les compare, par exemple les taupes placentaires et les taupes australiennes, elles se ressemblent énormément. Par exemple, l'écureuil volant qui est ici dans la classification, et puis le phalangé volant qui est ici dans la classification, ils se ressemblent énormément. Là, ce sont tous des exemples de convergence évolutive. Ça veut dire que sous l'effet des pressions de sélection qui sont semblables, exercées par des environnements similaires, les espèces qui ont été exposées aux mêmes pressions sélectives, elles ont développé souvent les mêmes adaptations. Ça, ce sont des exemples de convergence évolutive. Alors, je peux faire un petit zoom par exemple sur les taupes. Quand je regarde donc les taupes marsupiales et les taupes placentaires, je vois qu'elles se ressemblent énormément. Effectivement, elles ont tout un corps long, elles ont des pattes antérieures qui sont larges, qui permettent de creuser, des tout petits yeux qui marchent presque plus, des petits coussins de peau qui protègent le nez. Tout ça, ce sont des caractéristiques liées au mode de vie fouisseur dans le sol. Et quand je les place sur l'arbre phylogénétique, je vois qu'elles ne dérivent pas du tout d'une taupe ancestrale. Non, non, pas du tout. En fait, tous les caractères taupes sont apparus à cet endroit-là, qui a donné les taupes australiennes, à cet endroit-là, qui a donné les taupes placentaires. Ça veut dire que le groupe des taupes, si je veux faire un groupe, c'est bien un groupe polyphylétique qui est basé sur des homoplasies qui sont ici dues à une convergence évolutive. En plus des convergences évolutives, les homoplasies peuvent aussi s'expliquer par ce qu'on appelle une réversion. Alors c'est quoi une réversion? Dans le cas de deux structures analogues, c'est l'acquisition secondaire d'un état ancestral d'un caractère. Prenons l'exemple des nageoires. Vu de loin, donc, vu de loin, une nageoire, ça ressemble à ça chez le thon et ça ressemble à la même chose chez le dauphin. Donc, quand je regarde les membres pairs, je peux dire que donc, chez l'ancêtre des vertébrés, donc, les membres pairs étaient de type nageoire, c'est l'état ancestral, que ces membres pairs sont devenus des membres marcheurs, chiridien marcheur, chez l'ancêtre des tétrapodes, c'est bien l'état dérivé. Ça a donné l'homme, etc., les oiseaux, tout ça. Et chez les cétacés, cet état dérivé de membres marcheurs est retourné, c'est une réversion, à l'état de type nageoire. Ça s'est fait quand l'ancêtre des cétacés qui ressemblait à un hippopotame est retourné à l'eau, en fait, et a donné les baleines, les dauphins, tout ça. Donc ça, c'est une réversion. Ça veut dire que je repasse à l'état qu'il avait au début de type nageoire. Alors, vu de loin, parce que effectivement, vu de près, quand je regarde le membre, je me rends bien compte que c'est un membre chiridien et que ce n'est pas du tout un membre de type ptérygien comme on trouve chez les poissons. Concernant ce grand 2, on peut ici faire un petit bilan, un petit retour sur les termes que l'on a utilisés. Donc quand on voit des structures qui se ressemblent, il y a deux cas possibles. Soit les structures qui se ressemblent, elles dérivent d'une même structure ancestrale, on parle de structure homologue, c'est une homologie on dit, soit les structures ne sont pas héritées d'un ancêtre commun, dans ce cas on parle d'homoplasie. Alors quand il y a une homoplasie, je vais faire ce qui est ici à droite, ça me permet de définir des groupes polyphylétiques. Et l'homoplasie, elle peut résulter de deux choses, soit d'une convergence évolutive, avec les exemples qui sont ici, l'exemple du cours sur la vache, soit d'une réversion, avec l'exemple des nageoires. Maintenant, je vais m'intéresser à cette colonne. Quand les structures elles dérivent d'une même structure ancestrale, on dit qu'elles sont homologues. On parle d'homologie. Alors la ressemblance, elle peut être due au partage d'un caractère à l'état dérivé. On parle de synapomorphie. Ça me permet de définir des groupes monophylétiques. Par exemple, chez les mammifères, il y a une glande mammaire. Ces glandes mammaires, elles dérivent d'une glande mammaire ancestrale. Cette ressemblance est une synapomorphie. Le groupe des mammifères est un groupe monophylétique. Ou bien, deuxième cas, la ressemblance peut être due au partage d'un caractère mais à l'état ancestral cette fois-ci. On parle de symplésiomorphie. Ça va me permettre de définir des groupes paraphylétiques. Par exemple, les reptiles, ils se ressemblent, ils ont tous des écailles épidermiques. Ces écailles épidermiques, c'est un caractère à l'état ancestral. Ça me permet de définir le groupe des reptiles qui est un groupe paraphylétique. Donc ça,
c'est tous les termes qui sont utilisés quand on veut étudier les arbres et observer les ressemblances. Voici donc ce qu'on peut dire sur le grand 2 concernant la construction des arbres phylogénétiques non moléculaires. Passons maintenant à notre dernière partie, à savoir les arbres phylogénétiques basés sur des comparaisons de séquences, donc des phylogénies moléculaires. Ce sont des arbres qui sont très utilisés actuellement du fait de l'avènement récent du séquençage des génomes, qui peuvent se faire très facilement, et donc c'est facile de comparer des séquences d'ADN ou des séquences protéiques. Quand on fait de la phylogénie moléculaire, on utilise le même principe que précédemment, à savoir que l'analyse va se baser sur des homologies. Ici, des séquences homologues sont des séquences qui dérivent d'une même séquence ancestrale. Par exemple, quand je compare le gène de la bêta-globine chez l'homme et la souris, que je fais l'alignement, je me rends compte que ces deux gènes sont très proches en séquence. C'est quoi l'explication? L'explication, c'est que ces deux gènes proviennent d'un gène ancestral qui avait l'ancêtre commun. Et lorsqu'il y a eu la spéciation, il y a eu une divergence plus ou moins forte, ça va dépendre des gènes, ça va dépendre du temps qui s'est écoulé, et donc j'arrive à voir que ces deux bêta-globines sont très proches et proviennent d'une même séquence ancestrale. Alors ces séquences homologues sont appelées séquences homologues orthologues. C'est juste une petite remarque parce que quand on fait l'analyse du génome et quand on fait les duplications et toutes les recombinaisons, on peut aussi trouver des séquences qu'on appelle homologues paralogues qui proviennent bien d'une même séquence ancestrale, mais là je suis au niveau d'une même espèce. Par exemple, chez l'homme, j'ai un gène de l'alpha-globine et j'ai un gène de la bêta-globine. Les deux gènes sont proches en séquence. En fait, ils dérivent d'un même gène de globine ancestrale qui, il y a longtemps, s'est dupliqué, chacun ayant ensuite divergé séparément pour donner l'alpha-globine et la bêta-globine, qui sont donc des gènes paralogues au sein d'une même espèce. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les séquences homologues orthologues. Alors, quelles séquences on peut prendre précisément? Alors, soit on prend des séquences d'ADN, soit on prend des séquences avec des acides aminés. Et selon la ramification que l'on étudie, on peut prendre des séquences qui évoluent très lentement. Pour les ramifications lointaines, par exemple, quand on veut étudier les ramifications archées, bactéries, eucaryotes, là on va prendre des gènes qui évoluent très peu, où il y a une très forte pression de sélection, concrètement les gènes qui codent les ARN ribosomiaux. Et quand on veut au contraire voir des ramifications ultimes, par exemple quand on veut étudier au sein de la lignée humaine, là on va prendre de l'ADN qui évolue rapidement, comme par exemple l'ADN mitochondrial des animaux, qui permet d'étudier, je viens de le dire, les populations humaines. Alors concrètement, comment fait-on un arbre une fois que l'on a des séquences comme ça, homologues, qui sont alignées? Alors, il y a deux types de méthodes, c'est le grand A et le grand B. Je vais commencer par ce qu'on appelle les méthodes phénétiques ou les méthodes des distances, qui vont utiliser les ressemblances globales pour construire l'arbre phylogénétique. Pour expliquer la méthode, on va partir d'un exemple concret. Imaginons que je cherche à classer qui est le plus proche de qui parmi la carpe, l'homme, la roussette chez une chauve-souris et le coq domestique. Le principe général, c'est que je vais utiliser la ressemblance globale. C'est la méthode phénétique que j'avais vue dans le grand 2, sauf que dans le grand 2, je m'étais refusé à l'utiliser parce qu'on avait vu que ça ne pouvait pas marcher. Exemple avec les taupes, qu'on pourrait regrouper selon la ressemblance, alors qu'elles ne sont pas du tout issues d'une taupe ancestrale. Cependant, en phylogénie moléculaire, cette méthode de ressemblance globale, elle est encore utilisée, même si peu à peu, elle est abandonnée pour faire ce que l'on verra dans le grand B. Alors c'est quoi le principe de base? C'est que plus les séquences se ressemblent, plus elles sont proches d'un point de vue phylogénétique. Alors comment on va faire concrètement? Concrètement, la première chose à faire, c'est qu'on va choisir donc des molécules, des protéines ou des gènes que l'on juge, ou des séquences nucléotidiques que l'on juge homologues. On va les aligner. Là, c'est ce qui a été fait. Ça, c'est fait par des logiciels comme BLAST qui permettent de comparer justement les séquences. Une fois qu'elles sont alignées, on va voir donc les points communs et les différences. Par exemple, entre la carpe et l'homme, je peux voir qu'ici, j'ai pas le même acide aminé, là j'ai le même, quand il y a des tirets, c'est le même. J'ai le même, là j'ai pas le même, et je peux faire ça tout du long. Et je peux faire un tableau où je mets donc le pourcentage de différence ou de points communs, donc là je vais faire le pourcentage de différence entre l'homme et la carpe. Par exemple, là sur les 142 acides aminés, j'en ai 74 de différents. J'ai donc 52,11% de différence. Je peux faire en pourcent, je peux faire dans l'absolu. Peu importe franchement. Je fais pareil entre la roussette et la carpe. Donc la roussette, là je vois que j'ai pas le même, là j'ai le même, j'ai pas le même, etc. J'obtiens ça, je fais pareil entre l'homme et la roussette, je fais pareil entre la roussette et le coq. Là, j'ai pas besoin de remplir parce que c'est exactement la même chose en symétrique. Une fois que j'ai construit ma matrice des distances, je vais voir qui est le plus proche de qui. Et là, je me rends compte que le minimum de différence, c'est entre la chauve-souris et l'homme. J'ai que 9,93% de différence. J'en ai que 14 sur 141 que j'ai comparé qui sont différents. Et donc, je vais les grouper ensemble. Je vais dire, voilà, l'homme et la roussette, c'est ce qui est le plus proche. Je fais un nouveau groupe que je vais appeler le groupe U1.
Et je vais faire donc ceci en mettant ici, alors ça sera différent par rapport à ce qu'on a vu précédemment, là, la longueur de la branche veut dire quelque chose. La longueur me matérialise la différence. On n'a qu'à dire que 9,93 c'est 10, on ne va pas chipoter. Donc en gros, je vais mettre 5 cm ici, 5 cm ici, ou je vais faire un truc proportionnel, peu importe, qui me matérialise que j'ai 10% de différence entre l'homme et la roussette. Une fois que j'ai fait ça, je vais refaire la même chose, je vais faire des itérations successives, mais avec le nouveau groupe. Donc là, je vais refaire un nouveau tableau, qui est celui-ci, où je vais mettre donc l'homme et la roussette en même temps. C'est mon nouveau groupe U1 ici. Et je vais faire les différences. Par exemple, entre la carpe et le coq, j'ai tout le temps 52-82. Entre la carpe et l'homme plus roussette, bah là, je vais faire la moyenne. Entre la carpe et la roussette, j'ai 50. Entre la carpe et l'homme, j'ai 52. Donc, entre la carpe et homme plus roussette, bah, j'ai 52 plus 50 divisé par 2, j'ai 51% de différence. Donc, j'obtiens un nouveau tableau avec une ligne et une colonne de moins, et je refais la même chose. Là, je me rends compte que le coq, il est proche de U1. Il a 30% de différence, bien plus que par rapport à la carpe ou que la carpe par rapport à l'homme plus roussette. Et donc, je vais pouvoir faire, je vais compléter mon arbre en fait, en faisant le coq proche de l'homme et de la roussette. 30,5 et la moitié c'est 15,25. Donc là, je vais mettre une branche à 15,25, là une branche à 5, là une branche à 10,25. Et là, j'ai un nouveau groupe que je vais appeler le groupe U2 qui représente l'homme, la roussette et le coq cette fois-ci. Et lui, je vais pouvoir maintenant le traiter par rapport, là il m'en reste plus qu'un qui est la carpe. Donc je le fais, je fais la même procédure et j'obtiens un arbre. L'arbre, c'est mon arbre phénogramme, on va appeler ça. L'arbre que j'ai obtenu, qui est que la carpe, donc c'est celle qui est le plus loin, et l'homme et la roussette sont ce qui est le plus proche, et j'ai des branches qui sont proportionnelles au changement, au pourcentage d'écart donc entre chaque taxon que j'ai obtenu, enfin pas chaque taxon, chaque groupe que j'ai obtenu ici. Cette méthode, on l'appelle la méthode UPGMA. L'arbre qu'on obtient, on peut dire que c'est un arbre phylogénétique, mais en toute rigueur, on dit que c'est un phénogramme. Cette méthode que l'on vient d'utiliser, en fait, souffre d'une grosse limite, qui est que la vitesse de divergence des séquences, elle est considérée comme constante pour chaque branche. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'horloge moléculaire. Et en fait, il n'y a aucune raison pour que ce soit le cas, puisque la pression de sélection, elle peut être plus ou moins forte selon l'environnement de l'espèce. Par exemple, avec cet exemple ici, on peut voir un petit peu l'idée. Quand je compare donc une séquence chez la souris et chez l'homme, je me rends compte que quand je suis dans un exon, c'est ici, il y a très peu de mutations qui se sont accumulées. Ça veut dire que là, les mutations mettent du temps à s'accumuler parce que en fait, il y a une sélection purificatrice sur l'exon. En gros, l'idée, c'est que chaque fois qu'il y a une mutation, il y a très forte chance qu'elle soit contre-sélectionnée et du coup, elle ne s'accumule pas. Par contre, quand je suis au niveau de l'intron, là, c'est tout ce qui est en couleur, c'est des différences. Il y a beaucoup de différences, effectivement. Parce que là, il n'y a pas de sélection et les mutations s'accumulent petit à petit. Ça veut donc dire que là, la divergence se fait bien plus rapidement que ici. Ça nous montre donc que l'hypothèse de l'horloge moléculaire ne marche pas au niveau même des séquences. Donc selon si j'ai exon, selon si c'est intron, la divergence peut être plus ou moins rapide en fait. Autre exemple, là on a regardé donc le nombre de mutations accumulées par rapport à l'ancêtre commun chez différents mammifères en fait, par rapport au temps de divergence. Donc on voit que plus le temps passe par rapport à l'ancêtre commun, plus les mutations s'accumulent. Là, ça plaide pour une horloge moléculaire qui marche bien, qui est assez constante. Sauf que quand dans ces mammifères je rajoute les primates, je me rends compte que chez les primates, je sors de ça. Ça veut dire que chez les primates, le nombre de mutations, il tend à être très faible en fait, par million d'années. Donc le nombre de mutations accumulées par million d'années, ici, il est très bas. Ça montre que chez les protéines concernées dans cet exemple-là que je n'ai pas légendé, en fait, les primates, il y a très très peu de mutations au cours du temps. Et donc, si je compare ces protéines par rapport aux mêmes protéines chez des non-primates, effectivement, je vais faire une erreur avec ma méthode, puisque moi, je vais considérer des pourcentages de ressemblance en considérant que tout le monde mute au fur et à mesure du temps, ce qui est faux ici. Alors du fait de cette grosse limite, qui fait que les vitesses de divergence peuvent varier d'un facteur 1 à un facteur 1 million selon ce qu'on étudie, selon les différents types d'êtres vivants, la méthode UPGMA, concrètement, elle n'est plus utilisée telle qu'elle. Elle est encore au programme parce qu'elle nous montre une méthode, en fait, mais concrètement, maintenant, cette méthode, elle est remplacée, elle est modifiée pour prendre en compte des vitesses d'évolution différentes selon les branches.
C'est ce qu'on appelle la méthode du neighbor joining. Alors, nous, elle n'est pas au programme, je vous montre juste l'idée générale. L'idée générale, imaginez que là, j'ai ma matrice des distances et que je fasse UPGMA. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer C avec A parce qu'ils n'ont que 4 de différence ici. Je fais mon nouveau groupe, je fais mes itérations successives, je passe et j'obtiens ceci. Et là, je me rends compte qu'il y a une incohérence. Je me rends compte que C par rapport à B, théoriquement, il est à 2, 1 plus 3, ça fait 6. Or, C par rapport à B, il est à 7 en fait. Et quand je fais A par rapport à B, théoriquement, il est à 2, 3, 4, 5, 6. Or, A par rapport à B, il est à 5. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, c'est pas cohérent. En fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de B, sans aucun doute, l'évolution a été plus rapide le long de cette ligne évolutive-là par rapport à côté. Donc ça, avec des algorithmes, on peut le résoudre et on peut proposer des arbres qui ont cet aspect-là. Où j'ai, vous avez vu, des branches ici qui n'ont pas la même taille que celle-ci. Ou celle-ci qui n'a pas la même taille que celle-ci. Là, ça matérialise le fait que ici, l'évolution elle est plus rapide que ici. Et là, je peux retomber sur mon tableau. La distance entre B et A, c'est 4 plus 1, ça fait 5. La distance entre A et C, c'est 1, 2, 3, 4. Distance entre A et C, c'est 4. Donc ça, on peut, c'est ce qui est utilisé concrètement, c'est le neighbor joining, ça s'appelle. Et donc ça nous présente des arbres qui sont sous cet aspect-là. Alors là, par exemple, on peut voir, hein, là c'est très intéressant. Là, on a fait un arbre avec le gène de la cristalline, qui est un gène qui code pour la protéine, une protéine qui est dans le cristallin, qui sert pour la vision. On se rend compte sur cet arbre que le ratope, lui, ce gène de la cristalline, il a évolué énormément. C'est normal, le ratope, en fait, il n'utilise plus ses yeux. En fait, il n'y a plus la pression de sélection. C'est comme tout à l'heure dans l'intron par rapport à l'exon. Et là, donc, plein de mutations qui se sont accumulées. Or, le ratope, il est proche des souris et du rat. Si j'avais fait juste ma méthode UPGMA, je ne l'aurais pas vu. J'aurais mis le ratope très très loin de tout le monde parce que sa séquence, elle ressemble plus beaucoup aux autres séquences des cristallines. En fait, ça c'est juste dû à une vitesse rapide le long de cette branche qui est ici. Donc ça, le neighbor joining n'est pas au programme, mais c'est intéressant de savoir que ça existe et que ça permet de gommer justement le fait que l'horloge moléculaire ne soit pas valable. Alors petite remarque pour finir concernant la longueur des branches d'un arbre. Donc finalement, est-ce que ça a une signification ou pas? Alors quand on fait le grand 2, la longueur des branches n'a aucune signification. Je peux les faire grandes ou pas grandes, c'est pas la question. Quand j'ai fait ce que je viens de faire à l'instant, le grand 3, quand je fais les phénogrammes, la longueur des branches veut dire quelque chose. La longueur des branches matérialise l'étendue des changements génétiques le long des lignes évolutives correspondantes. Et au passage, quand on a des nœuds qui sont datés par la paléontologie et les fossiles, on peut rajouter du temps, des millions d'années. Chaque nœud étant millions d'années. Par exemple, là, la divergence entre les oiseaux et les mammifères, ici, ça a eu lieu il y a un peu plus de 300 millions d'années, par exemple. Ça, c'est remis en cause chaque fois qu'on trouve de nouveaux fossiles. On a donc vu une méthode, qui est la méthode phénétique, basée sur les ressemblances générales pour construire des arbres phylogénétiques qu'on appelle des phénogrammes. Voyons maintenant d'autres méthodes, méthode du maximum de parcimonie et du maximum de vraisemblance, qui vont permettre aussi de construire des arbres selon la méthode tout à fait identique à ce qu'on a pu voir dans le grand 2. Illustrons ceci à travers un exemple concret. Imaginons que l'on cherche à classer ces trois espèces 1, 2 et 3, dont les séquences sont alignées avec les logiciels qui sont dédiés. Donc l'idée ici, c'est pas de faire du tout une ressemblance globale comme on a fait avec les méthodes phénétiques, mais c'est de faire comme ce qu'on a fait dans le grand 2 avec la cladistique. Alors les caractères qu'on étudie ici, c'est pas présence d'un membre chiritien, de glande mammaire, etc. Non, les caractères, ils sont ici, ce sont les nucléotides en position 1, premier caractère, en position 2, deuxième caractère, etc. jusqu'à énormément de caractères, énormément de sites du coup. Là, il n'y en a que 4 qui sont représentés juste pour illustrer comment fonctionne la méthode. Alors, ces nucléotides, ils peuvent exister sous plusieurs états. Par exemple, lui, il peut exister sous l'état A ou l'état C dans cet exemple. Alors, comment on va procéder? Premièrement, on aligne les séquences. Alors, il nous faut pour ceci une séquence, un extra groupe, qui est ici une séquence ancestrale. Je ferai une petite remarque tout à l'heure. On aligne nos différentes séquences comme ceci. On propose tous les arbres possibles et on va voir, justement, dans le cas où c'est l'arbre 1, l'arbre 2, l'arbre 3, on va mettre les changements évolutifs possibles. Par exemple, prenons le premier nucléotide qui est ici. La séquence ancestrale, donc sur l'extra groupe, c'est le A. Ça signifie que comme le A il est transformé en C dans l'espèce 1 et 2, je peux mettre à cet endroit-là, si c'est cet arbre qui est valable, la transformation. A donne C, c'est noté ici. Par contre, si c'est cet arbre qui est valable, ça signifie que le C il est apparu ici et ici.
C'est ce que j'ai mis là. Là, j'ai 2 pas évolutifs, et si c'est cet arbre, j'en ai 2 aussi. Je peux aussi, comme d'habitude, dire, en fait, il est apparu ici, mais ensuite, là, il y a une réversion. Ça ferait aussi 2 pas. Je fais pareil pour le site numéro 2. J'ai un T à la place d'un G, la séquence ancestrale c'est un G, donc ça signifie que ici j'ai un T qui apparaît, et lui, il le récupère, et lui, il le récupère. Par contre, si c'est cet arbre-là, il faut que je fasse apparaître un T dans cette ligne-là, et un T dans cette ligne-là. Il est marqué ici. Et je fais ça pour tout le monde. À la fin, donc j'obtiens différents arbres possibles avec les changements évolutifs. Et là, je vais résoudre. Alors, comment on fait pour résoudre? La première méthode, c'est comme ce qu'on a vu dans le grand 2, c'est le maximum de parcimonie. Ça veut dire que je vais sélectionner l'arbre qui minimise le nombre de changements évolutifs. Ici, le plus petit nombre de changements évolutifs, c'est cet arbre-là. C'est l'arbre que j'ai choisi. Et à partir de ça, je peux, comme dans le grand 2, identifier les différents types de ressemblances. Alors, c'est très intéressant. Par exemple, l'espèce 1 et l'espèce 2, sur le site numéro 1, elles se ressemblent puisqu'elles ont un C. Ça, c'est une synapomorphie. Le A, c'est l'équivalent là, de la matrice où il y a 0, 0, 1 et 1 de tout à l'heure. C'est exactement ça. Donc effectivement, c'est l'ancêtre commun O1 et O2. C'est bien une synapomorphie. Par contre, quand je regarde l'espèce 1 et l'espèce 3, sur le site numéro 3 par exemple, eh ben, je vois que la 1 et la 3, elles ont un A et un A. L'espèce ancestrale, elle avait un T, l'espèce 2, elle avait un T. C'est comme si j'avais 0, 1, 0, 1. Donc là, ce que je mets en évidence, c'est une convergence évolutive, c'est une homoplasie, ici en fait, où au niveau du site numéro 3, c'est marqué ici, j'ai eu donc l'apparition, pardon, il est là mon bon arbre, l'apparition du A ici et l'apparition du A ici, d'une façon indépendante. Donc je peux mettre en évidence, comme la dernière fois, des synapomorphies, des homoplasies, et je peux aussi mettre en évidence des simplisiomorphies. Alors là, j'en ai pas malheureusement, mais imaginons que par exemple sur la séquence numéro 5, imaginons que là j'ai un T, imaginons que là j'ai un T, imaginons que là j'ai un T, imaginons que là j'ai un A. Ben là, je pourrais grouper l'espèce 3 et l'espèce 2 ensemble par le partage d'un état ancestral. Ce serait une simple isomorphie. Comme dans le grand 2, je peux utiliser une autre méthode que le maximum de parcimonie pour résoudre et trouver mon arbre. Je peux utiliser la méthode du maximum de vraisemblance. Alors comme la dernière fois, ici on va prendre en compte d'autres choses. On va un petit peu complexifier pour le choix de l'arbre. Ça veut dire qu'on peut prendre en compte le fait qu'il y ait des branches qui évoluent plus vite que d'autres. Et ça, les chercheurs, ils le savent, les branches qui évoluent plus vite que d'autres, selon la pression de sélection, selon les études déjà faites. Et on peut prendre en compte le fait que des mutations n'ont pas la même probabilité d'apparaître. Par exemple, un C qui se transforme en T, c'est bien plus probable du fait de la biochimie du C et du T qu'un C qui se transforme en G, par exemple. Qui se transforme entre guillemets, je veux dire. Donc on peut mettre dans notre modèle de choix de l'arbre des changements qui ont des probabilités plus ou moins importantes d'avoir lieu. Et donc, avec des algorithmes dédiés, on peut donc choisir des arbres selon ce qu'on appelle la méthode du maximum de vraisemblance. Petite remarque ici concernant ce qui est appelé la séquence ancestrale. Alors souvent, c'est pas une séquence ancestrale, on n'était pas là à l'époque, on ne sait pas quelle est la séquence ancestrale. Souvent, c'est une séquence d'un extra-groupe. Exactement selon la même remarque que l'on avait fait dans le grand 2. Il est aussi possible que parfois, il n'y ait pas d'extra-groupe, qu'on fasse donc tous nos arbres à partir de ça et qu'on en déduise a posteriori par informatique la séquence ancestrale la plus vraisemblable. Une fois qu'on a obtenu notre arbre par la méthode du maximum de parcimonie ou du maximum de vraisemblance, il est intéressant de savoir que l'on peut tester la robustesse des différentes branches obtenues. Alors on peut faire différents tests comme ça, notamment le test qui est très utilisé, qui est du bootstrap. Alors quel est le principe de ce test-là? Imaginons qu'à partir de ces données, uniquement sur 10, mais en fait c'est bien plus long, on obtient donc cet arbre ici, avec le nœud homme-chimpanzé et le nœud Ouistiti-babouin. Est-ce que ces nœuds ils sont robustes en fait? Donc comment on va faire comme ça? Et bien pour y répondre, on va créer ce qu'on appelle des pseudo-échantillons. Ça veut dire que là c'est mon vrai échantillon, et donc on va dire, bah tiens, imaginons qu'on va tirer au hasard, donc entre 1 et 10 par exemple, on va tirer le 1, donc je le mets ici, puis on va en retirer un au hasard. Alors, ça se fait avec remise par exemple, allez on n'a qu'à dire on retire le 1, ça se peut, voilà. J'en retire un, allez on n'a qu'à dire que c'est encore le 1, j'en retire un, on n'a qu'à dire que c'est le 3, etc. Donc je fais ça pendant 10 fois. Et à partir de ce pseudo-échantillon qui est totalement théorique, je reconstruis par la même méthodologie un arbre. Voilà l'arbre que j'obtiens. Je me rends compte qu'en utilisant ça, j'obtiens homme-chimpanzé de la même façon, ou Ouistiti-babouin de la même façon. Et ça, je vais le refaire encore une fois. Je vais faire un pseudo-échantillon numéro 2. Donc je tire au hasard, par exemple, le 2, je tire au hasard, par exemple, encore le 2, etc. Donc j'obtiens ça. J'obtiens l'homme avec le gorille cette fois-ci.
Le Ouistiti toujours avec le bas moins. Je fais ça, allez, une centaine de fois. Je vais faire ça 100 fois pour expliquer ce que signifie le petit chiffre. Donc là, j'ai retiré 1, 2, 3, 4, 4, 6, etc. Je refais ma méthode, j'obtiens homme, chimpanzé, etc. Et à la fin, je reviens sur l'arbre que j'avais obtenu précédemment et je vais regarder chaque nœud. Par exemple, homme chimpanzé. Ben là, je l'ai obtenu, là, je ne l'ai pas obtenu, là, je l'ai obtenu. Donc sur 100 fois, imaginons que je l'ai obtenu 93 fois. Et ben je vais mettre ici 0,93. Ça veut dire que ce nœud, en faisant mon protocole de pseudo-échantillon, eh ben, je tombe très très souvent sur lui, quoi. Et lui, c'est encore plus, hein. Ouistiti Babouin, je tombe tout le temps sur Ouistiti Babouin, sauf 2 fois sur 100. Donc ça, c'est le chiffre de la robustesse, hein, c'est le chiffre de test du bootstrap, qui me dit, oui, ce nœud, j'ai confiance, hein, ou j'ai pas confiance. Sous-entendu, ben, si j'avais pas pris le 2 ou si j'avais pas pris le 9, eh ben, je serais retombé sur la même chose, en fait. On peut ici faire un bilan rapide sur le grand 3 concernant l'utilisation des séquences en phylogénie. Alors les séquences d'ADN ou de chaînes peptidiques sont très très utilisées pour faire des arbres car elles sont faciles à obtenir depuis les années 2010. Alors l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est que souvent ça va permettre de confirmer ou d'infirmer les arbres qui ont été faits à partir de caractères non moléculaires. Par exemple, là je vais prendre un exemple qui est très parlant. À l'époque où on avait fait donc uniquement les caractères non séquences d'ADN ou de protéines, on avait obtenu donc le groupe chez les angiospermes des monocotylédones et le groupe des dicotylédones. Et on avait dit que, en fait, donc l'apparition de la fleur, ça définissait les angiospermes, et qu'ensuite, au niveau de la lignée évolutive des dicotylédones, il y avait eu donc les nervures qui étaient devenues non parallèles, plusieurs cercles de faisceaux au niveau de la tige qui étaient devenus un seul cercle, et puis un cotylédon qui était devenu l'état de cotylédon. Ça, c'était notre raisonnement d'avant. Quand on a fait notre séquençage et l'utilisation des séquences d'acide nucléique, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout en fait. Et que en fait, les dicotylédones, bah, c'était un groupe qui était non monophylétique. Il y avait les vrais dicotylédones, entre guillemets, et puis les autres dicotylédones qui sont ici. Et en fait, on s'était totalement trompé sur les états dérivés et les états primitifs. En fait, ce qui se passe, bah, on le voit ici, c'est que l'énervement parallèle, c'est un état primitif, qui ensuite a donné l'état dérivé nervure parallèle. Pareil pour les cotylédons. L'état primitif, c'était 2 cotylédons qui est ici sur la branche des monocotylédones devenu un cotylédon. Et donc, ça a totalement remis en compte notre classification des mono et des dicotylédones. Et en fait, on a vu a posteriori, en étudiant donc les séquences, qu'on s'était totalement trompé concernant les états primitifs et dérivés des 3 caractères qui sont ici en question. Alors, autre intérêt des séquences en phylogénie, c'est qu'elles permettent d'accéder aux extrémités de l'arbre. Effectivement, pour les nœuds qui sont très anciens, on ne peut pas voir finalement des caractères morphologiques ou anatomiques ou du développement embryonnaire qui sont communs, et ben ça permet d'y avoir accès. C'est le cas donc quand on fait les phylogénies du début, comme les archées, les eubactéries ou les eucaryotes. Et pour les nœuds très récents, et ben c'est pareil, hein. Pour les nœuds très récents, quand on étudie les populations humaines par exemple, les données moléculaires permettent justement de pouvoir trancher alors que tout le monde se ressemble à l'échelle anatomique ou morphologique. Dernière chose concernant ce bilan, c'est qu'il y a des limites à cette méthode. Effectivement, déjà, il faut être sûr que quand on étudie des gènes homologues, ils sont bien homologues orthologues. Il y a des limites concernant la vitesse de divergence qui peut varier, comme d'habitude. Des limites concernant les modèles que l'on prend en compte dans le maximum de vraisemblance. Est-ce qu'ils sont bien valables, ces modèles? Peut-être qu'on peut se tromper. Et puis aussi, ce qui est en fait le plus évident, c'est que l'information, elle va vite saturer. Puisque finalement, par exemple, quand je prends des acides nucléiques, je peux avoir comme nucléotide que le A, que le T, que le C, que le G. Il est possible qu'au cours de l'évolution, un A donne un T, puis plus tard il donne un, je sais pas, un C, puis plus tard il donne un A. Et dans ce cas, je retombe sur le A, et dans ce cas, je ne verrai pas, en fait, je ne verrai pas l'évolution, parce que l'information, elle a été saturée. Passons au bilan de l'ensemble de ce cours sur la classification des êtres vivants. Ce que l'on a vu, c'est qu'on peut classer les êtres vivants. Il y a plusieurs classifications selon l'objectif que l'on recherche. Celle qui nous intéresse, c'est la classification phylogénétique qui permet de retracer les parentés évolutives. Elle permet, dans cette classification, on fait des arbres et de comprendre qu'on a des groupes emboîtés comme ceci, et chaque groupe étant un groupe monophylétique, par exemple ici le groupe des mammifères ou le groupe des tétrapodes. On a vu ensuite comment construire un arbre phylogénétique. Alors là, on a divisé en 2 parties. Soit j'utilise des caractères qui ne sont pas des séquences d'acides nucléiques ou de protéines, c'est le grand 2, soit j'utilise des séquences d'acides nucléiques ou de protéines. Alors, dans le grand 2, on va utiliser quoi comme caractère? On va utiliser des caractères morphologiques, anatomiques, embryologiques et biochimiques ou moléculaires. Alors, on ne les choisit pas n'importe comment, les caractères, pas du tout.
on choisit des caractères que j'en juge homologues. Ce sont des paris d'homologie. Par exemple, on avait fait l'exemple du membre chiridien, on a jugé que ces deux, du fait de leur connexion anatomique, étaient sans doute dérivés d'une structure ancestrale de membre chiridien. Donc on fait ça, on utilise pour ceci les connexions anatomiques, on utilise pour ceci le développement embryonnaire. Une fois qu'on a fait ça, donc on identifie les différents états, on garde que ce qui va nous intéresser, et on va pouvoir faire une matrice. Quand on fait une matrice, on va mettre des 0 et des 1. Et on va pas faire ça n'importe comment. C'est pas c'est absent, je mets 0, c'est présent, je mets 1. Non. Il faut que les 0 coïncident à l'état ancestral, qui est présent donc au niveau de l'extragroupe. Alors je peux utiliser l'extragroupe, je peux utiliser les fossiles, je peux utiliser le développement embryonnaire. On a vu avec l'exemple de l'écaille et de la plume. Donc je mets des 0 et des 1. 0 état ancestral, retrouvé chez l'extragroupe. Le 1 état dérivé. Et une fois que j'ai fait ça, donc ça s'appelle je polarise mes caractères, je vais construire tous les arbres possibles. Et je vais en garder un qui est l'arbre que je juge le plus probable. Alors comment je fais? J'utilise soit le maximum de parcimonie qui est au programme, soit le maximum de vraisemblance. J'obtiens mon arbre, je fais mes tests de robustesse pour vérifier que si j'enlève certains caractères, ça marche encore. Et ensuite, mon arbre, je le valide. Et il m'apporte énormément d'informations, cet arbre. Les informations, elles sont ici. Alors je vais les laisser tomber parce que je vais repasser à le grand 3. Donc ça, c'était quand j'utilise des caractères non de séquence. Là, j'utilise des caractères de séquence. Pour ceci, j'ai deux types de méthodes. J'ai la méthode des distances, UPGMA ou neighbor joining. Là, la classification, elle ne s'appelle pas phylogénétique. Si on veut être rigoureux, elle s'appelle une classification phénétique. Donc j'obtiens des arbres comme ceci. Moi, je sais les construire par la méthode UPGMA. Attention, les sites satures. Attention, hypothèse de l'horloge moléculaire. Ou bien, j'utilise une méthode qui est totalement semblable à ce que j'ai vu ici, et là, je tranche par le maximum de parcimonie ou de vraisemblance. Et j'obtiens un arbre comme ceci, de la même façon. Une fois que j'ai ces arbres, donc je reviens à qu'est-ce qu'ils m'apportent, je vais pouvoir vérifier que mes paris d'homologie, ils sont gagnés ou ils sont perdus. Alors quand ils sont gagnés, mes paris d'homologie, c'est parfait. Donc ça me définit une synapomorphie, ça me définit un groupe monophylétique. Par exemple, ici, les glandes mammaires partagées par l'homme et la chauve-souris, c'est le groupe monophylétique ou le clade ou le taxon séparé des mammifères. Il est aussi possible que mes paris ils soient perdus. Par exemple, la mésange et la chauve-souris se ressemblent du fait des ailes. J'ai bien des 1 ici. Mais les 1, ils ne dérivent pas d'un ancêtre commun. On parle d'homoplasie. Le groupe sera un groupe polyphylétique. Et il est aussi possible, si j'ai envie, je peux regrouper des organismes selon le partage d'un état dérivé. Par exemple, je peux ici, alors j'ai pris l'extra-groupe, c'est pas très fut-fut, mais tant pis. Donc je peux regrouper la truite et la mésange par leurs mandibules qui sont semblables. J'ai regroupé ça. J'ai fait un regroupement selon le partage d'un état primitif. Je l'ai regroupé sur les 0, je n'ai pas regroupé sur les 1. Là, j'obtiens donc un groupe paraphylétique. C'est une simple isomorphie. Et grâce à ça, j'ai accès à l'histoire évolutive qui est bien plus détaillée que maintenant. Là, j'ai fait le principe, qui sera détaillé dans le cours E5 de l'année prochaine. À ce stade, on a fini le cours, mais je ne résiste pas à l'envie de faire un petit bonus sous forme d'exercice pour vérifier que l'on a bien compris. Alors dans cet exemple qui est représenté ici, imaginons que l'on cherche à déterminer lequel des trois arbres ici est le bon. Ces trois arbres, ce sont des trois hypothèses de relation de parenté entre les trois grands groupes de mammifères placentaires qui s'appellent Borootheria, Afrotheria, Xenarthra, peu importe. Alors dans cet exemple, on va utiliser un caractère moléculaire qui n'est pas une séquence, c'est un caractère moléculaire qui concerne le gène OTC. Donc les mammifères placentaires ont le gène OTC, et quand on fait une amplification par PCR en utilisant des amorces qui se mettent ici, on peut donc amplifier ici un petit morceau de ce gène. Et quand on va chez l'éléphant, le lamantin, etc., on constate que ce qui est amplifié, ça fait 1 kilobase. Par contre, quand je vais chez le cheval, le pangolin, etc., et que j'en fais la même chose, je me rends compte que ce qui est amplifié, c'est plus petit. Ça signifie que donc les amorces, qu'il y a eu une délétion à cet endroit-là, ou une insertion, selon l'animal qui est considéré. Donc j'ai fait mon amplification, mon caractère moléculaire, c'est taille de la bande. Je me rends compte que chez les Afrotheria, la taille de la bande, elle fait 1 kilobase. Je me rends compte que chez Xenarthra, elle fait 1 kilobase. Et donc je me dis, Afrotheria, Xenarthra, ils ont un point commun qui est 1 kilobase, alors que eux, les Borootheria, ce n'est pas le cas. Et donc j'ai envie de dire, c'est bon, je vais mettre Afrotheria et Xenarthra ensemble. Et donc je vais valider cet arbre. Là, j'ai fait un raisonnement qui ne va absolument pas. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait, en gros, les reptiles ont des écailles, je vais les mettre ensemble et je vais faire le groupe des reptiles. Alors ça va pas ou ça va? En fait, je ne peux pas répondre à la question. C'est ça l'idée du bonus.
Pourquoi je ne peux pas répondre? Parce que je ne connais pas l'état ancestral. Si l'état ancestral, ça faisait 0,7 kilobase. Ok, état ancestral, ça fait 0,7. Et à cet endroit-là, une insertion apparaît. Et maintenant, ça fait 1 kilobase dans cet arbre. C'est le partage de l'état dérivé. Il y a eu insertion. Et dans ce cas, mon raisonnement, il marche bien. Mais si par contre l'état ancestral, c'était quelque chose qui faisait 1 kilobase, et que au cours de l'évolution, il y a eu une délétion qui aboutit à que ça fait plus que 0,7. Ben dans ce cas, ça peut tout à fait être cet arbre qui marche bien. Qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut se passer que là, ça faisait 1, ça faisait 1, ça faisait 1, et puis ici, délétion, et ça fait 0,7. Donc en fait, je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas l'état dérivé, je ne connais pas le 0, je ne connais pas le 1 de ma matrice, et donc je ne sais pas si là je les regroupe avec des 1, c'est une apomorphie, ça marche bien, ou si je les regroupe avec des 0, dans ce cas c'est une simple isomorphie, et dans ce cas mon raisonnement il n'est pas bon du tout.